Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les puissances de l'Axe mettent au point de nouvelles stratégies pour semer la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Les missions suicides. Les premiers kamikazes ont fichu une trouille bleue aux Américains. Les Japonais poussent ce concept fanatique à l'extrême, avec des avions de chasse, des super torpilles et des missiles à moteur fusée, tous pilotés par des hommes. Allez! Ces jeunes pilotes savaient qu'ils ne reviendraient pas. Ils bâtissent des infrastructures top secrètes. C'est fantastique. Et fabriquent des armes terrifiantes pour commettre le sacrifice ultime. Ceci est l'incroyable histoire des kamikazes. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler et de ses alliés, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire de quelques fanatiques. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Dans un bunker souterrain du sud du Japon, le vice-amiral Matome Ugaki se prépare à lancer des escadrons suicides sur les forces américaines. Monsieur, rassemblez les pilotes et les équipages des unités spéciales d'attaque. Il espère empêcher une invasion alliée en déclenchant le plus vaste assaut d'attaques suicides de toute l'histoire. La mission que je vous confie aujourd'hui ne sera pas facile. Mais votre action courageuse et déterminée dispersera même les démons. Vous réussirez. Sa nouvelle arme est un engin équipé d'un moteur fusée. Sur une colline du sud du Japon, une jungle de bambous dissimule les ruines du centre de commandement secret où le vice-amiral Ugaki a planifié des centaines d'attaques suicides. C'est fantastique. L'historien militaire Mike Pavlek a obtenu une autorisation exceptionnelle pour visiter ce bunker oublié. Incroyable. Ugaki a enterré son quartier général dans cette montagne pour le protéger des bombardements alliés. Regardez l'épaisseur de ces murs. Il doit y avoir 90 cm en haut et ça décroît progressivement jusqu'à environ 45 cm sur les côtés. Ça permet à toute la structure d'être à la fois très solide et très sûre. Ce n'est pas un simple bunker, mais une série de caves en béton armé qui courent sur plusieurs centaines de mètres. L'amiral, son état-major, ses secrétaires, avec des cartes, des téléphones, des radios, se trouvaient dans ce quartier général souterrain, d'où ils organisaient toutes les opérations kamikazes contre la flotte américaine. Cette nouvelle stratégie tout à fait terrifiante voit le jour à la fois au Japon et en Allemagne. En Europe, Hitler est en train de perdre la guerre et les nazis mettent en place des escadrons suicides. Mus par une fidélité fanatique au Führer et à la mère patrie. Au Japon, l'histoire des escadrons suicides commence en 1940, lorsque l'empereur Hirohito signe un pacte tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Les trois puissances de l'Axe se promettent mutuellement assistance. Poursuivant sa politique expansionniste, l'Empire du Japon conquiert des pans entiers d'Asie. Les États-Unis interrompent aussitôt toute relation commerciale.
Le blocus économique met le Japon dans une position très difficile. Le pays se dirige clairement vers un affrontement avec les États-Unis. Le 7 décembre 1941, le Japon lance une attaque aérienne surprise contre la flotte américaine à Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï. L'attaque de Pearl Harbor est une immense victoire. Elle neutralise en partie la flotte du Pacifique et prend les Américains totalement par surprise. Le Japon et ses alliés sont désormais en guerre contre les États-Unis. Mais dans les années qui suivent, le conflit tourne en défaveur des puissances de l'Axe. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement. Les Alliés envahissent la France pour libérer l'Europe du joug nazi. Dans le Pacifique, une vaste flotte américaine progresse vers l'ouest. Sa mission, écraser l'Empire nippon. Le 19 juin 1944, Japonais et Américains se font face près des îles Mariannes. Le Japon affronte toute la puissance de l'armada américaine et subit une lourde défaite. On surnomme cette bataille le tir au pigeon des îles Mariannes. Pour la première fois, l'aéronautique navale américaine s'impose face aux forces aériennes de la marine impériale japonaise. Les Japonais perdent 3 porte-avions et quelques 600 avions. En gros, leur flotte de surface est anéantie. Ils perdent une grosse partie de leur capacité de combat dans les îles Mariannes. Une défaite due en particulier à l'échec de leur chasseur bombardier, le Mitsubishi Zero. Mike Pavlek va examiner l'un des derniers Zéros encore existants. Le Zéro n'était pas à la hauteur des chasseurs américains modernes. Le problème de cet engin, malgré son excellent rayon d'action et sa manœuvrabilité, c'est que le circuit carburant n'est pas équipé de réservoirs auto-obturants. Lorsque les pilotes américains tirent sur le Zéro, il a tendance à exploser. Les Japonais ont besoin d'une nouvelle stratégie pour arrêter la flotte américaine. Et le temps presse. Les Alliés continuent à progresser. Leur prochaine cible, les Philippines. Les Japonais doivent absolument conserver les Philippines, cette ancienne colonie américaine, car c'est par là que se fait leur approvisionnement en pétrole. Et sans ça, ils n'ont aucune chance. En octobre 1944, le chef des forces aériennes japonaises dans les Philippines s'appelle Takijiro Onishi. Ses ordres sont d'empêcher les Alliés d'envahir l'archipel à n'importe quel prix. Mais il n'a que 30 chasseurs Zéro pour retenir plusieurs centaines de bâtiments ennemis. Comment peut-on conserver les Philippines avec ce que nous avons? Il propose une solution radicale et inattendue. Transformer les 30 chasseurs Zéro en bombes volantes. Je pense qu'il n'existe pas de meilleur moyen de mener cette opération à bien que de mettre une bombe de 250 kilos sur un Zéro pour qu'il aille s'écraser sur un porte-avions américain. C'est la première fois que le Japon planifie des attaques suicides. Cette stratégie va changer le visage de la guerre. Cette nouvelle unité est appelée Kamikaze, le vent divin. L'objectif est simple, un bâtiment américain détruit pour chaque Zéro sacrifié. Pour augmenter au maximum le rayon d'action du chasseur, les ingénieurs réduisent son poids en retirant les mitrailleuses, le blindage et les radios. Ils ajoutent des réservoirs de carburant supplémentaires et enfin, une bombe de 250 kilos. Ils en font une bombe volante pour attaquer la flotte américaine.
Il ne manque plus au vice-amiral Onishi qu'à trouver des pilotes. Au Japon, le déshonneur est très grave. Il est très difficile de dire « je ne veux pas mourir pour mon pays » parce qu'on se déshonore et qu'on déshonore sa famille. Beaucoup de ces jeunes soldats devaient rester impassibles. Ils devaient faire preuve de virilité. Pour prendre la tête de ce premier escadron kamikaze, l'état-major fait appel à l'un de ses meilleurs pilotes, le lieutenant Yukio Seki, âgé de 23 ans. On a pensé à vous pour commander les unités spéciales d'attaque. Qu'en dites-vous? Vous devez absolument me confier cette tâche. Merci. Le jeune homme confie à un journaliste qu'il considère cette mission suicide comme un gaspillage de son talent. Il se prépare malgré tout à une mort certaine et écrit une lettre d'adieu à la femme qu'il vient d'épouser. Ma chère Mariko, je suis tout à fait désolé de devoir mourir sans avoir pu faire plus pour toi. Au moment de partir, je me remémore d'innombrables souvenirs de nous deux. Je suis sûr qu'il voulait vivre. Mais la situation était si catastrophique et désespérée qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de sacrifier leur vie. Le lendemain, les nouveaux kamikazes sont prêts à donner leur premier assaut. Vous êtes déjà des dieux, sans désir terrestre. Votre sacrifice ne sera pas vain. Faites de votre mieux. Allez! Avant de monter dans son engin, Seki a une dernière requête. Commandant, donnez ça à ma famille. Très bien. Dans la mer des Philippines, la marine japonaise livre une bataille mémorable contre les Alliés. Dans le ciel, Yukio Seki a pris la tête du tout premier escadron de pilotes kamikazes. Après 5 jours de recherche, il repère enfin un groupe aéronaval américain. Sa cible principale est là. C'est un porte-avions. Son appareil s'écrase sur le porte-avions d'escorte USS Saint-Lô. Le bâtiment sombre, avec à son bord 899 hommes. L'attaque dans le golfe de Leyte est un véritable succès, parce qu'ils arrivent à couler un porte-avions, la plus grosse arme américaine qu'ils puissent détruire. Ils font de gros dégâts à 3 autres, et tout ça en ne perdant que 3 avions. Le ratio de perte est clairement en faveur des Japonais. La tactique semble tenir debout. Elle pourrait être payante. Encouragé par cette victoire, le vice-amiral Onishi décide de développer largement la stratégie des attaques suicides. Il fait venir de nouveaux appareils et de nouveaux pilotes du Japon.
Pour défendre les Philippines, il envoie des vagues successives de kamikazes. Au cours de la bataille des Philippines, 121 pilotes kamikazes ont touché leur cible, coulant ainsi 16 bâtiments américains. Cela faisait des années que la force de frappe aérienne japonaise n'avait pas été aussi efficace. Le pouvoir des kamikazes ne se limite pas à couler des bateaux. Il y a aussi un effet psychologique. On se retrouve soudain face à un ennemi qui semble n'avoir aucune limite. C'est une idée terrifiante. Mais les kamikazes se heurtent rapidement à un obstacle majeur. S'ils parviennent effectivement à endommager et même à couler des navires américains, ils n'ont cependant détruit qu'un seul porte-avions. Le problème du Mitsubishi Zero, configuré pour les missions suicides, c'est que ce n'est pas une grosse bombe. Même s'il est rempli de carburant et qu'il emporte une bombe de 250 kg censée exploser, ce n'est pas une arme assez puissante pour couler un cuirassé ou un porte-avions américain. Les Japonais doivent innover. Ils mettent au point un engin beaucoup plus terrifiant et beaucoup plus puissant. Le Japon élabore une arme secrète, un missile propulsé par des fusées et conçu exclusivement pour les attaques suicides. L'appareil est baptisé Oka, fleur de cerisier en japonais. Contrairement au chasseur Zero, il tient davantage de la bombe que de l'avion. L'Oka était un petit missile habité équipé d'une énorme bombe à l'avant. Il était largué par un gros bombardier. Une fois lancé, il planait jusqu'à la flotte américaine, guidé par le pilote suicide qui tenait le manche. La plupart des Oka ont été détruits. Mais il y en a un en cours de restauration dans un hangar de l'armée britannique. Je ne m'attendais pas à voir ça. Ça fait 75 ans que personne n'a vu ça. Pour Joe Piccarella, spécialiste des technologies aéronautiques, c'est une occasion unique de découvrir le montage d'origine de l'Oka. L'Oka était entièrement conçu pour transporter une ogive jusqu'à sa cible. Et tout l'avant du fuselage, qui fait entre 170 et 180 cm, lui était dédié. 1200 kg d'un puissant explosif équivalent au TNT. C'était la raison d'être de l'Oka, transporter la plus grosse bombe possible vers la flotte alliée. L'ogive représente environ 60% du poids total de l'appareil et remplit tout le cône avant. Juste derrière cette énorme bombe, il y a un petit cockpit basique. Le cockpit contient le strict minimum au niveau des instruments. Un altimètre, un anémomètre et une boussole. En haut, on a la poignée d'armement d'origine de l'ogive. Un coup sec sur la poignée et l'ogive était armée. On ne pouvait plus revenir en arrière. Le cockpit contient également un élément tout à fait unique. Ces deux crochets servaient à ranger un sabre de samouraï. Le pilote levait la tête et un des membres d'équipage du Betty lui tendait sa dernière possession matérielle, son sabre. Lancé à 20 000 pieds du sol, l'Oka peut planer jusqu'à une cible distante de 30 km. Mais il est également équipé de 3 moteurs fusées à l'arrière. Ils servent à propulser l'appareil à une vitesse suffisante pour lui permettre d'échapper aux tirs ennemis et de percer la cuirasse des navires blindés.
L'Oka est incroyablement rapide. Il peut dépasser 665 km/h, plus que n'importe quel autre engin aérien à l'époque. C'est une solution radicale. Mais les Japonais ne sont pas les seuls. En Europe, les nazis cherchent désespérément à améliorer la précision de leurs propres armes de destruction. Ils envisagent eux aussi d'avoir recours à un navigateur humain. Ils ajoutent un cockpit sur leur puissant missile de croisière V1, créant ainsi le Reichenberg. Sauf qu'Hitler n'est pas convaincu par le concept des kamikazes. Il annule le projet de V1 habité. Au Japon, le développement de l'Oka propulsé par fusée se poursuit dans une base de recherche top secrète, située dans la ville portuaire de Yokosuka au sud de Tokyo. Mais les ingénieurs prennent un retard considérable. À l'automne 1944, l'armée américaine commence à bombarder les centres industriels de l'archipel nippon. Les Japonais sont obligés de déplacer la chaîne de production de leur nouvelle arme vers un endroit plus sûr. Ils choisissent une colline tout près de leur base de recherche à Yokosuka. C'est dingue. Regardez-moi ces gonds. Des falaises couvertes de verdure, dissimulées derrière d'anciennes usines, en abritent encore les ruines oubliées. C'est un gigantesque bunker en béton, avec des portes de 2,5 cm d'épaisseur à l'extérieur, à l'épreuve des bombes et des déflagrations. Et à l'intérieur, une autre porte. 2 boucliers contre les bombes, les balles et tout le reste. C'est une protection très lourde pour un projet tout à fait vital. Derrière ces bunkers, à travers une épaisse végétation, on découvre les vestiges d'autres structures. Toute la montagne est criblée de grottes et de tunnels dans lesquels les Japonais construisaient l'Oka. 70 ans plus tard, on distingue encore les stries laissées par les outils artisanaux qui ont servi à excaver la pierre pour creuser cette grotte. Pour préserver le secret du programme et le mettre à l'abri des bombes américaines, tout le processus de fabrication a été transféré de ces bâtiments exposés, de l'autre côté de la rue, à l'intérieur de grottes comme celle-ci. Non seulement pour fabriquer l'appareil, mais aussi pour stocker ceux qui étaient déjà construits. La campagne de bombardement des Américains ralentit la production de l'Oka. Mais les ingénieurs japonais travaillent en secret sur d'autres armes suicides. L'une d'entre elles attaque non pas du ciel, mais des profondeurs sous-marines. Une torpille habitée. La marine impériale élabore ses torpilles kamikazes à Otsushima, une base navale top secrète dissimulée sur une petite île au large de la côte méridionale. L'historien Toshimi Nohara se rend sur place. C'est Otsushima, l'ancienne base top secrète de la marine impériale japonaise, d'où partaient les sous-marins suicides qu'on appelait les Kaiten, ce qui veut dire départ pour le ciel. Toshimi Nohara est venu voir les vestiges du site. Une réplique du Kaiten rappelle aux visiteurs ce que les Japonais faisaient ici en 1944. Voilà le Kaiten. C'est une torpille habitée. Le pilote s'installait ici.
Vous vous demandez peut-être pourquoi il fallait un pilote. C'est à cause du système de guidage, qui était censé être beaucoup plus précis. La personne installée là pouvait contrôler la torpille jusqu'à la dernière minute. L'ogive de 1500 kg est 30% plus grosse que celle qui équipe le missile Oka. Le Kaiten était conçu pour couler un très gros bâtiment de guerre du premier coup. Il délivrait une énorme puissance. L'un des premiers volontaires pour s'entraîner à manœuvrer la torpille est un adolescent, un certain Yutaka Yokota. Il arrive à Otsushima en septembre 1944. Avant de pouvoir être testée, la nouvelle arme doit d'abord être mise à l'eau. C'est par ici qu'on transportait le Kaiten, qui était fabriqué dans la base là-bas. On le faisait rouler sur des rails à travers ce tunnel creusé dans la montagne. C'est très intéressant. On voit encore les traces des rails. Le Kaiten roulait sur un chariot jusqu'à la mer. C'est aussi la route qu'empruntaient les pilotes pour se rendre à l'entraînement ou pour aller en mission. Et dans ce cas, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Il faut des mois pour se familiariser avec cette arme à la pointe de la technologie. Les jeunes recrues comme Yokota doivent apprendre à se diriger à l'aveugle, puis à viser leur cible après l'avoir identifiée à travers le périscope. Le pilote n'avait pas d'instrument sophistiqué, juste son savoir-faire. Et il ne voyait rien, il n'avait qu'une boussole et un chronomètre. Novembre 1944. La marine impériale est en train de perdre sa bataille contre la flotte américaine dans la mer des Philippines. Elle a besoin des Kaiten au plus vite. Mais les navires alliés sont à plus de 2500 km de la base d'Otsushima. Les Japonais doivent trouver un moyen d'approcher suffisamment leurs torpilles suicides pour attaquer. Le Kaiten était conçu pour être attaché sur un gros submersible. On en attachait 4 ou 6 sur le pont, avec des courroies. Et ces sous-marins, qui avaient un rayon plus important, emportaient les Kaiten jusqu'à leur cible. La première mission Kaiten quitte la base navale de Tsushima. La formation du jeune Yokota n'est pas encore terminée, mais d'autres pilotes prennent la mer. Leur cible, un port de ravitaillement allié situé à plus de 2400 km. Jours plus tard, les sous-marins-mers approchent du but. Une fois lancés, les torpilles filent vers une lagune abritée où des centaines de navires américains font le plein de carburant. L'un des Kaiten s'écrase sur le flanc d'un pétrolier, l'USS Mississinua. Sur ces images d'archives, on voit 16 millions de litres de pétrole partir en fumée. La première victoire des Kaiten est une des frappes les plus marquantes de toute la guerre. Et c'est une bonne nouvelle pour les Japonais, puisqu'un Kaiten a réussi à couler un bateau. L'ampleur de l'explosion fait croire aux Japonais qu'ils ont coulé 5 bâtiments américains. Encouragés par ce succès, ils développent le projet Kaiten. Cependant, ils ne sont pas prêts à temps pour sauver les Philippines
que les Alliés commencent à libérer en décembre 1944. La vaste flotte alliée remonte maintenant vers le nord, en direction d'Okinawa. Elle se rapproche des îles principales de l'archipel nippon. Mais elle est aussi directement exposée à la force de frappe des kamikazes. Et face aux Alliés, il y a un homme déterminé à semer la terreur de toutes parts. Au Japon, un nouveau commandant a été nommé à la tête des escadrons kamikazes. Le vice-amiral Matome Ugaki. Ugaki a déjà combattu les Alliés aux Philippines. Il connaît la puissance de leur flotte. Il contrôle désormais les opérations suicides depuis son bunker souterrain hautement sécurisé. Monsieur, on a repéré 5 porte-avions et 7 navires d'escorte entrant dans la lagune. Rassemblez les pilotes et les équipages des unités spéciales d'attaque. Le raid aura lieu demain matin. Que toutes les forces soient prêtes à 8h30. Ugaki entend empêcher les Alliés de prendre Okinawa. L'invasion fait très peur aux Japonais. Ils n'ont pas été envahis depuis plus de 2000 ans et ils n'ont pas l'intention de laisser une telle chose arriver. Les unités spéciales d'attaque d'Ugaki sont basées à Kanoya, sur la côte sud du Japon. De là, ils peuvent frapper la flotte américaine avant qu'elle n'atteigne Okinawa. Si Okinawa tombe, le reste de l'archipel sera directement menacé. C'est depuis cet aérodrome que l'amiral Matome Ugaki a envoyé ses pilotes suicides attaquer la flotte américaine. Mike Pavlek a pu visiter le site grâce à une autorisation spéciale de la marine japonaise. C'est l'aérodrome le plus méridional de tout le Japon. Les Américains n'étaient qu'à 800 km, à Okinawa. Les Japonais commençaient vraiment à sentir la pression. Pour sauver son pays de l'invasion, Ugaki va lancer des essaims de kamikazes. Les escadrons décollent sans discontinuer. Au cours de la bataille d'Okinawa, la stratégie des kamikazes atteint son paroxysme. Et le vice-amiral a encore un atout dans sa manche. C'est la super arme secrète du Japon. L'Oka propulsé par fusée est enfin opérationnel et prêt à être lancé. Saburo Doi est l'un de ces kamikazes qu'on appelle les dieux du tonnerre. Il boit son dernier saké dans une tasse traditionnelle. La mission que je vous confie aujourd'hui ne sera pas facile. Mais votre action courageuse et déterminée dispersera même les démons. Vous réussirez. Doi s'envole pour Okinawa en compagnie de 8 autres dieux du tonnerre, à bord des bombardiers transportant les Oka. À un peu plus de 100 km au nord-ouest de l'île, l'équipage de Doi repère le premier bâtiment de la flotte américaine, le destroyer USS Manert L. Aberley. Le pilote se prépare à être lancé. À une altitude de 1900 pieds, il se sépare de son avion-mère. Il enclenche ses fusées. Et filant à plus de 900 km/h, il fonce en piqué sur le destroyer américain.
Le navire est touché en plein milieu. Il explose et coule. Les Japonais semblent enfin avoir une arme de destruction efficace. Monsieur, d'après les rapports, nous avons coulé un bâtiment ennemi et il y en a eu au moins 14 autres qui sont endommagés. Préparez-vous à lancer d'autres attaques. Alors que la flotte américaine poursuit son assaut contre Okinawa, le vice-amiral Matome Ugaki envoie toujours plus de bombes volantes dans les airs. On retrouve la même stratégie désespérée en Allemagne. En avril 1944, les Alliés approchent de Berlin. Hitler s'est d'abord opposé au projet des attaques suicides, mais la Luftwaffe est sous pression. Elle ordonne à ses pilotes de se sacrifier. Ils doivent d'abord se jeter contre les bombardiers américains, puis s'écraser sur des ponts stratégiques pour ralentir l'avancée des Alliés. C'est trop peu et trop tard pour les nazis. Berlin tombe. Mais au Japon, les appareils kamikazes continuent d'infliger des dégâts à la flotte alliée à Okinawa. Et sous l'eau, les sous-marins suicides entrent eux aussi en scène. Au large d'Okinawa, un submersible japonais se dirige vers les Américains. Le jeune Yutaka Yokota, qui pilote ce Kaiten, s'apprête à armer sa torpille. Maître Yokota au rapport. Le Kaiten 3 est paré. Après 8 mois de formation, il veut à tout prix contribuer à défendre sa patrie. Je répète. Maître Yokota au rapport. Le Kaiten 3 est paré. Mais il y a un problème. Suite à une fuite d'eau au niveau des câbles, toutes les communications de Yokota sont coupées. Il ne peut être lancé. Je veux partir. Laissez-moi partir. Je trouverai l'ennemi tout seul. Le destin lui refuse cette chance de se sacrifier pour son pays. Je trouverai l'ennemi tout seul. Les Japonais ont déjà sacrifié plus de 5000 pilotes kamikazes. Mais cette nouvelle stratégie a échoué à freiner l'avance des Alliés. Mai 1945. En Europe, l'Allemagne nazie a enfin capitulé. D'autres navires alliés viennent grossir les rangs de la flotte pacifique. Et le 22 juin, les Américains s'emparent d'Okinawa. Ils s'apprêtent désormais à envahir le reste du Japon. Après la chute d'Okinawa, le Japon entre en mode de survie. On aurait pu penser que tout s'arrêterait après la chute d'Okinawa et que les Japonais jetteraient l'éponge. Mais non. Ils sont résolus à poursuivre le combat et ils investissent toutes les forces qui leur restent dans la défense désespérée des îles principales. Dans les bases côtières comme au Tsushima, la marine japonaise élabore une nouvelle méthode pour déployer ses torpilles sous-marines. Désormais, les Kaiten sont déployés directement depuis la base. On les remorque en eau profonde et de là, ils n'ont plus qu'à se débrouiller pour repérer les bâtiments américains et les détruire. Les Japonais décident aussi de lancer leurs missiles à moteur fusée, les Oka, directement depuis des zones côtières abritées. L'un de ces sites se trouve près du village de Miyoshi, au sud de Tokyo.
Cette plateforme en béton était la couche inférieure d'un système de lancement terrestre de l'Oka. Par-dessus, il y avait des rails en acier sur lesquels était posé un chariot contenant l'appareil. Le chariot était équipé de fusées pour l'aider à filer le long des rails et à donner assez de vitesse à l'Oka pour décoller à la fin de la piste vers sa cible. Il était pointé vers la mer parce que tout le monde pensait que les envahisseurs américains arriveraient par là. Août 1944. Plus de 600 missiles Oka prêts à être lancés. 5000 avions kamikazes et plus de 100 Kaiten parés au départ. Les Japonais s'apprêtent à déclencher la plus grande vague d'attaques suicides de toute l'histoire. Mais ils n'en ont pas le temps. Le 6 août 1945, les Américains larguent la bombe atomique sur Hiroshima. 3 jours plus tard, ils en lâchent une autre sur Nagasaki. Alors que le Japon avait adopté la tactique d'un pilote suicide pour un bâtiment détruit, les États-Unis ont fait appel à la science pour créer une bombe capable d'anéantir une ville tout entière. La puissance meurtrière de ces bombes convainc enfin le gouvernement nippon de jeter l'éponge et de capituler. La guerre est terminée. Au final, la stratégie monstrueuse des missions kamikazes est clairement un échec. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a eu que 51 bateaux coulés, dont un seul porte-avions. 51 bateaux après toutes ces vies perdues, c'est un véritable fiasco, quel que soit le point de vue. Les attaques suicides des Japonais ont fini par échouer, parce que les Américains sont parvenus à inonder le théâtre de la guerre d'hommes et de matériel, et ce à une échelle sans précédent. Au même moment, les Japonais manquaient de tout. De nourriture, de carburant, d'hommes, d'avions, de matériel, de pétrole, tout. Les Américains ont tout simplement écrasé le Japon dans le Pacifique. Après avoir appris la reddition du Japon, le vice-amiral Matome Ugaki ordonne une ultime attaque suicide. La sienne. Submergé par la honte de la défaite, il décide de mourir de la même façon que ses jeunes pilotes. Il immortalise son départ pour la postérité sur cette photographie. L'officier ne sait pas piloter. Repoussant les frontières du sacrifice, l'un de ses hommes accepte de prendre les manettes de l'appareil. Mais l'avion est intercepté et abattu par des chasseurs américains. Matome Ugaki devient ainsi le dernier kamikaze japonais.